Nous passons maintenant à regard croisé. On va évoquer ce soir les États-Unis. Biden qui accuse Trump d'avoir transformé les États-Unis en un champ de bataille. Nous irons aussi en Libye. Les belligérants acceptent de reprendre les pourparlers. La Guinée équatoriale qui, à son tour, demande le départ de la représentante de l'OMS. Et puis au Togo, Dr George William Kwesson qui appelle l'opposition à rendre un grand hommage à Maître Yaovi Madji Agboibo. Nous parlons de ces sujets ce soir avec Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. En face à vous, Yahweh Klo Nukuno, président du Ton de la jeunesse patriotique de la société civile. Bonsoir Monsieur Nukuno. Bonsoir vous aux excellences qui me font l'honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui avec eux. Et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de la New World TV. Nous commençons avec les États-Unis. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a accusé mardi Donald Trump d'avoir transformé les États-Unis en champ de bataille en promettant de tout faire pour guérir les blessures, de tout faire pour guérir les blessures raciales. Il faut rappeler la mort à 46 ans de George Floyd, un homme noir, il y a une semaine à Minneapolis, est un électrochoc pour notre pays. Et pour nous tous, a déclaré l'ancien vice-président Barack Obama lors d'un discours à Philadelphie. Je voudrais qu'on commence ici. Joe Biden, c'était le vice-président de Barack Obama. Et sous leur magistère, la situation des Noirs n'était pas non plus rose. Oui, c'est le reproche qu'on fait aussi à Joe Biden parce que c'est vrai, nous sommes en politique, il a voulu récupérer une situation et les gens ont vite fait de lui rappeler que, en fait, que lui aussi, il nourrissait les vieux ressentiments et puis les peurs qu'il dénonce aujourd'hui dans l'attitude de cet officier américain qui a tué George Floyd. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il voulait faire il est en train de faire de la récupération politique et en tant que candidat démocrate, donc je crois que c'est vrai. Et vous aurez remarqué également que Barack Obama a fait des sorties aussi qui vont dans l'avantage de son ancien vice-président. Donc, ils sont en pleine campagne et ils peuvent accuser de tous les mots M. Donald Trump, Donald Trump qui a prêté également le flanc par ses propos et puis par ses comportements. Donc, si aujourd'hui, Joe Biden parle de vieux ressentiments et puis des peurs qui ont été ressuscitées. Et je crois que c'est ce qu'il met dans l'idée de transformation des États-Unis en un champ de bataille. Donc, je crois que ce sont des langages politiques et il veut, disons, l'accompagnement des Afro-Américains parce qu'il c'est un fort taux de participation aussi dans les élections. Donc, il veut, par ses sorties, essayer de les amadouer pour avoir leur suffrage. Donc, et c'est de bonne guerre. Tout homme politique allait aller dans ce sens. Mais on se demande si, disons, ce sentiment est vraiment sincère. On est Yahweh Klonukoun, ici, de la part de Joe Biden, dans une récupération politique simplement d'une situation. Non, mais écoutez, il faut comprendre que Joe Biden s'inscrit dans une maladresse. Il s'inscrit dans une maladresse totale parce que nous savons tous que ces formes de violence n'ont pas pris naissance avec la magistrature de Donald Trump. Oui. Et donc, je crois qu'un homme politique responsable et au regard de la situation qui se présente actuellement aux États-Unis, il serait beaucoup plus responsable de sa part de prôner au contraire la non-violence, d'appeler les populations à la non-violence et inviter Donald Trump à la sérénité pour prendre ses responsabilités en tant que dirigeant par rapport aux populations qui expriment leur indignation vis-à-vis de cette situation déplorable qui, ma foi, n'est pas la première, mais il faut dire que ceci vient encore interpeller une fois. Je crois que les dirigeants américains ou la classe politique américaine doit prendre de la hauteur face à cette situation et plutôt réfléchir sur des solutions qui doivent permettre de toujours pallier à ces phénomènes-là qui ne durent pas d'aujourd'hui. Je vais profiter pour saluer cet officier américain dont le nom m'échappe un peu, qui a réuni tous les stagiaires de l'armée et il leur a donné des messages fermes par rapport
au respect des droits humains. Il leur a dit, si tu n'es pas capable de respecter l'humain, dégage. Si tu n'es pas capable de considérer ton compatriote, bien que en étant en exercice de ta fonction, dégage. Il a été vraiment strict. Et je pense que, oui, la responsabilité, elle est partagée, non seulement vis-à-vis des acteurs politiques, mais également de ceux qui dirigent l'armée, de ceux qui sont devant. Parce que ceux qui vont sur le terrain, ça dépend des consignes, des messages qui leur sont donnés. Ceux qui sont formés, ça dépend non seulement de la qualité de la formation, mais également des consignes, des messages qu'on leur met. Et c'est en fonction de ça qu'ils agissent sur le terrain. Alors donc, moi, je salue cet officier américain là qui a su prendre de la hauteur, comprendre que voilà ce qu'il faut en réalité. Et maintenant aux politiques qui sont au contact des populations, qui invitent les populations à leur exprimer leur suffrage, il faut plutôt appeler à l'apaisement et non pas vouloir faire une maladroite récupération politique. Je veux même encore qualifier honteuse, parce que les États-Unis qu'on qualifie d'une grande démocratie et de qui on constate cela, vraiment, c'est ça, ça m'écoeure. Mais permettez-moi pour chuter, pour profiter, pour quand même saluer quand même, certains de nos États africains, encore particulièrement notre pays, le Togo, où on sait qu'aux États-Unis, les armes pullulent. Le permis de port d'armes peut être octroyé à n'importe quel kidam, tout simplement parce qu'il y a des intérêts économiques derrière. Bon, mais aujourd'hui, au moins, nous saluons quand même ce fait que nous n'ayons pas copié cet aspect-là des Occidentaux, où il faut laisser les armes à la portée de qui que ce soit, et donc et encourager, voilà, et encourager également la Commission nationale de la lutte contre la prolifération des armes à accentuer ses actions pour que les armes ne circulent pas dans notre pays. Parce que il n'y a pas que les violences entre corps habillés et il y a des violences entre les civils eux-mêmes. Il y a maintenant même qui tuent leurs parents, il y en a même qui tuent leurs frères, etc. à cause de rien du tout. Donc je crois que le problème est beaucoup plus préoccupant. Donc il faut que les gens avec sérénité réfléchissent pour trouver des solutions sérieuses et non pas de nous affirmer toujours leur hypocrisie. De toute façon, on voit la réaction de Joe Biden et on sent que cette question va faire maintenant partie intégrante de la campagne qui va s'ouvrir prochainement. Oui, ça c'est vrai. Et il l'a dit. Donc, disons, son message de campagne, c'est de guérir les États-Unis des blessures raciales. Mais alors que les blessures raciales ne datent pas uniquement du mandat de monsieur Donald Trump. Et je crois que c'est une maladresse vraiment de la part de Joe Biden de vouloir surfer sur cela. Et ça ne fera que l'effet... C'est le propre d'un politique. Non, le propre d'un politique, nous ne le condamnons pas, mais nous disons également que c'est un peu maladroit d'aller sur ce terrain parce que ce sentiment, ces blessures raciales, donc lorsque il était aux affaires avec Barack Obama, ces blessures raciales existaient. Maintenant, comment atténuer ou bien éradiquer ces blessures raciales? Donc c'est ce que il doit. Je crois que c'est l'angle d'approche qui n'a pas été bien récupéré. Ce n'est pas parce que les citoyens américains se sont déversés dans la rue pour essayer de dénoncer ce qui est arrivé à l'Afro-américain George Floyd qu'on doit systématiquement faire de la récupération aveugle. Moi, j'appelle ça de la récupération aveugle parce que toi aussi, il était comptable de la gestion du pays à un certain moment où les blessures raciales existaient toujours. Donc, mais plus loin, on peut même parler de l'institutionnalisation du racisme comme mode de gouvernance lorsqu'il était aux affaires en tant que vice-président de M. Barack Obama. Donc, c'est dire qu'il n'est pas dédouané non plus en tant que candidat démocrate aujourd'hui, mais je crois que c'est l'image des États-Unis qui est en jeu, surtout de la race blanche, de la race blanche, parce qu'on pense toujours que la race blanche, c'est la race qui est supérieure, et même si nous voulons aller du côté de la Bible, même dans la Bible, donc il y a quelques glissements que nous dénonçons. De toute façon, on aurait quand même accusé Joe Biden, candidat à la présidentielle de novembre, s'il n'avait pas réagi. Joe Biden aurait pu réagir autrement, c'est ce que nous disons. Lors ne pas à une quelconque récupération politique maladroite, parce que
il faudrait que Joe Biden montre une certaine cohérence entre les mesures prises par Barack Obama. Je crois qu'au temps de Barack Obama, il a essayé de mettre sur pied une certaine dynamique là, etc. Donc, il aurait pu montrer la cohérence en s'inscrivant dans un discours, dans un langage d'apaisement, dans un langage de ce que il invite Donald Trump à se préoccuper des conditions des populations et à œuvrer pour que la sérénité revienne, etc. Un tel langage l'élèverait beaucoup plus que de vouloir incendier, accuser, etc. Alors que eux-mêmes, ils ont été comptables, comme l'a dit Excellence Credo Tété. Même Donald Trump n'est pas si innocent que ça dans l'affaire. Vous avez suivi sa rhétorique. C'est ça aussi qui révolte les gens. Je me rappelle, il y a la maire d'une ville qui dit le président ferait mieux de se taire. Il y a aussi un chef de la police qui a dit la même chose. Il ferait mieux de se taire. Vous savez, une grande part de responsabilité n'incombe pas à Donald Trump. Cette situation, ce phénomène existe, ça ne date pas de maintenant. Je crois que, et c'est pourquoi ce grand officier de l'armée est monté au créneau pour prendre les responsabilités, parce qu'il a compris que ce n'est pas Donald Trump qui donne une formation militaire. Ce n'est aucun président qui donne une formation. Et l'armée est une institution pérenne. À chaque fois, des civils viennent à la tête du pays pour prendre leur commande. Après, ils repartent, etc. Mais le fonctionnement interne de l'armée reste... Donc, la responsabilité incombe beaucoup plus aux dirigeants de l'armée parce que tout dépend des consignes qui sont données au corps habillé sur le terrain. Mais au même moment, c'est en cela qu'il est aussi très important que les acteurs politiques aussi jouent leur rôle. Il ne suffit pas seulement qu'à un moment d'aller faire les yeux doux aux populations pour qu'ils votent pour vous, mais il est aussi et surtout question vraiment de les entretenir sur cet aspect de non-violence et de mettre tous les moyens qu'il faut. Bon, certes, vous savez, le monde est conquête, et ma foi, je crois que les races se battent pour se valoriser. Oui. Lorsqu'on dit que la race blanche se voit, etc., mais les Chinois, pour se faire respecter aujourd'hui, il leur a fallu de se battre beaucoup. Ils ne sont pas restés sur les incantations, sur les illusions de se voir eux-mêmes grands, de se voir eux-mêmes importants, et puis ils ont le respect. Non, ils ont fait leur preuve. Et ils continuent pas à faire leur preuve. Et c'est ça qui leur attribue ce respect-là. Alors, donc, maintenant, si nous, la race noire, nous restons toujours à vouloir seulement demeurer consommateurs. Et nous ayons au moment... La question de race, quand on dit race blanche, race noire, ça me pose un problème. C'est Cheikh Anta Diop, le professeur sénégalais, qui le disait, il n'y a qu'une race humaine. C'est la mélanine, la coloration de peau. Sinon, à l'intérieur, nous avons les mêmes compositions. Le professeur Anta Diop, c'est son avis. La question de race, etc., c'est naturel. Ce n'est aucun être humain. Aucun de nous n'a créé l'autre. Tout ça, ça rentre dans une autre dimension. Quoi qu'il en soit, il y a de différentes races. Il y a la race blanche, la race noire, il y a la race les Américains, etc., les Chinois, les Hindous, etc. Maintenant, le monde est conquête. Et chaque race, chaque peuple se bat pour se valoriser, se faire respecter, s'imposer. Alors, donc, c'est une question de responsabilité. Alors, moi, je nous exhorte, nous également. Mais écoutez, vous savez, pourquoi est-ce que ces gens de scène, on ne voit pas qu'aux États-Unis, un Français, dans ce genre de situation, en train d'être maltraité ou tué comme ça, comme de la volaille? Pourquoi ne voit-on pas un Chinois? Pourquoi ne voit-on pas un Allemand dans ce genre de situation, etc. Et que c'est toujours les Noirs. Il ne faut pas aussi non plus dédouaner que même nos frères noirs américains, entre eux également, ils entretiennent des formes de... C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a même qui, leurs parents, ils exercent la violence. Je crois que... La même chose se fait aussi chez les Blancs, On a vu un blanc sortir une arme, aller dans une école, tuer plein de personnes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a même le qualificatif qu'on donne quand c'est les Noirs qui le font, on dit c'est de la violence raciale. Quand c'est un blanc, on va lui trouver une pathologie mentale pour excuser. Et moi, je pense beaucoup plus que... C'est pourquoi moi, de façon formelle, je n'aime pas dire que tout cela a une connotation raciale. Non. Oui. Je pense beaucoup plus que ça a une connotation mentale. C'est une question de mentalité. Alors donc, il faut vraiment travailler là-dessus, essayer de voir comment, par quelle mesure sensibiliser les gens, amener les gens vers une certaine prise de conscience pour comprendre que non, nécessairement, il faut... Parce que parfois,
ils contraignent les forces de sécurité à faire usage de violence. Et il ne faut pas oublier qu'il y a même des forces de sécurité aussi qui soient victimes de ces gens-là. Ils les tuent. On se rappelle, cette situation fait revivre le combat qu'a pu mener Martin Luther King. I have a dream. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation, the dream of Martin Luther King, c'est pas encore réalisé là. Non, mais c'est toujours à l'étape de rêve. Le rêve a été exprimé, mais il faut maintenant que d'autres acteurs puissent concrétiser ce rêve. Et les États-Unis sont à la recherche de ces acteurs politiques qui pourront s'approprier le rêve de Martin Luther King et essayer de le concrétiser. Donc, c'est ce qui est aujourd'hui le manque qu'on peut signaler du côté des États-Unis. Et je crois qu'on doit continuer toujours par nourrir ce rêve, nourrir cette ambition pour les Africains, pour les Américains. Donc, on ne doit pas désespérer. Mais je voudrais revenir un peu sur, disons, les propos de Joe Biden. C'est vrai que l'angle qui a été priorisé n'a pas été bien choisi, parce qu'il aurait pu simplement s'en tenir à cette urgente nécessité d'une véritable réforme de la police, qu'on pourrait dire qu'il est dans le général. Mais il a voulu surfer sur ce sujet racial, parce qu'il avait déjà accusé M. Donald Trump de semer la division et de la peur. Et il est même parti jusqu'à qualifier ces peurs de peurs nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il met dans les peurs nouvelles? Donc je crois que le problème est beaucoup plus au niveau de la sensibilisation, de la pédagogie du côté de la police, parce qu'il faut réformer non seulement la police comme entité, mais essayer d'influer également sur le mental, sur, disons, le quotient intellectuel de ceux qui animent cette police américaine, et qu'ils ne voient pas en l'homme noir un animal, une bête qu'on pourrait abattre sans être inquiété. Et vous aurez également remarqué que c'est vrai, M. Donald Trump aussi, la façon dont il a pris le sujet, donc lui aussi, et on lui connaît ça, ce sont ses manières de réaction. Donc, mais il doit se démarquer de certains faits aujourd'hui, et dire qu'aujourd'hui, il est le président des États-Unis, donc il n'est plus uniquement le président de l'entreprise Trump, mais il est le président des États-Unis. Et tout propos qui doit sortir normalement de sa bouche doit être, disons, bien mûri. Et même dans cette affaire, après le décès de l'Afro-Américain, tout simplement parce que M. Donald Trump voudrait quitter la Maison-Blanche pour aller dans une église en face. Donc, on a vu comment est-ce qu'on a chargé encore les gens. Donc, ce sont des choses, on ne fait que attiser. Même l'entretien téléphonique qu'il aurait eu avec le frère de George Floyd, lorsque vous voulez compatir au décès d'un membre ou bien d'un être très cher, au moins vous laissez la personne que vous avez, votre interlocuteur, exprimer aussi tout ce qu'il ressent. Mais selon les propos du frère de Floyd, là, donc c'est que le président l'avait appelé et s'était mis dans la peau de quelqu'un qui donnait des instructions, quelqu'un qui ne voulait même pas écouter, disons, la famille pleurer, même tout. Alors, gardez juste le fil de votre réflexion. On part à la première pause et on revient tout de suite après.